Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre émission Conversation entre amis. Conversation entre amis, ce n'est que des discussions entre amis. Vous allez devenir des amis, vous aussi. Vous connaissez votre rendez-vous, c'est tous les lundis sur Dimitri Média TV. Votre télé vous donne l'occasion de découvrir les chemins de vie des personnalités du monde médiatique, des joies, des peines, des confidences. On vous dit tout. C'est au siège du MEDEF à Paris que j'ai rencontré Thierry Gallarme. Monsieur Thierry Gallarme, numéro 1 du MEDEF Mayotte et chef d'entreprise également. Nous allons parler des entreprises de cette île merveilleuse qu'est Mayotte. Bonjour Monsieur Gallarme, alors on vous présente comme un humaniste. Alors vous savez, après sa visite à Mayotte, une ministre de l'Outre-mer a dit à Pierre Gattaz, président du MEDEF, votre président du MEDEF à Mayotte, il est plus à gauche que la CGT. Alors effectivement, je préfère cette définition d'humanisme parce que j'ai un certain nombre de combats qui me tiennent à cœur au-delà du militantisme syndical patronal. Au titre du syndicalisme patronal, on pourra détailler les points différents, mais je vais vous lister ce que j'ai obtenu et ce que je vise encore. J'ai obtenu la transposition de l'intérim à partir de 2017 à Mayotte. Je milite pour l'instauration de Mayotte en zone franche pour développer l'économie mahoraise. Je milite pour que notre centre universitaire devienne université pour permettre aux Mahorais de monter en gamme. Et j'ai créé l'année dernière Action Logement. Oui, alors c'est-à-dire Action Logement, c'est... Alors effectivement, on peut reprendre point par point en détail, mais j'ai voulu un petit peu vous lister au début. Alors Action Logement est une contribution versée par les employeurs de plus de 20 salariés. 0,45% pour être précis, leur masse salariale. En contrepartie, les salariés ont le droit soit à un accès à des logements auprès de bailleurs sociaux, soit un prêt de 15 000 euros pour construire eux-mêmes leur maison. D'accord. Ou des cautions, des choses comme ça. Le but est, sur un territoire quand même comme Mayotte, où il nous manque 80 000 logements sociaux, où l'État se réjouit d'en avoir facilité la construction de 250 cette année contre 140 l'an passé. Vraiment de faire ce rattrapage historique, parce qu'on ne peut pas accepter qu'à notre époque, des gens vivent encore dans des cases en tôle qui seront au moindre cyclone rasés, les condamnant à une mort certaine. C'est pour ça que je veux pousser le logement social à Mayotte. Et comme les bailleurs sociaux ne sont pas en nombre suffisant, je peux vous annoncer que nous travaillons actuellement sur la création de la première société anonyme de HLM de Mayotte. D'accord. Et la pauvreté, est-ce qu'il y a beaucoup plus de pauvreté à Mayotte qu'en métropole ? Oui, effectivement, le seuil de pauvreté... Parce que vous parlez de maisons en tôle, c'est quand même incroyable. On vit, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas Mayotte, petite île, on vit encore dans des endroits si précaires. Oui, pour plusieurs raisons. L'une d'elles, c'est que selon les chiffres, il y aurait entre 30 et 40% d'immigrés clandestins à Mayotte, qui nous viennent des îles voisines des Comores. C'est-à-dire que Calais, c'est une goutte d'eau par rapport au nombre de clandestins qui vivent dans des cases en tôle à Mayotte, effectivement. D'accord, là on se fait une idée. Voilà. Ouais, c'est quand même incroyable. Alors, on va revenir sur votre carrière. Alors, comment en êtes-vous arrivé d'être le président du MEDEF Mayotte ? Alors, en fait, c'est un concours de circonstances. En tant que président de la médecine du travail, j'étais membre de droit du conseil d'administration du MEDEF. Et à la fin de l'année 2015, se posait la question de la succession du MEDEF, parce que quelqu'un qui est un homme que je salue ici, Michel Taillefer, a été 8 ans président du MEDEF. C'était vraiment un personnage emblématique et qui rayonnait et par sa personnalité et par ses actions. Une personne a assuré un intérim d'1 an en attendant l'élection d'un nouveau président. Et là, beaucoup de gens sont venus à moi en me disant « Tu es un homme de communication. Ce serait bien que tu prennes les rênes du MEDEF parce que les idées, on les a. Tu en as aussi, mais il faut que maintenant, on puisse porter la voix du MEDEF haut et fort. » Et c'est vrai que j'ai également présenté un projet à l'Assemblée générale du MEDEF pour effectivement, à cette époque, on avait un gros problème de sécurité dans les entreprises. J'ai demandé un renforcement des moyens
de sécurité mis à disposition de l'État pour nos entreprises. Le ministère de l'Intérieur a adopté un plan sécurité pour Mayotte, fait rare, le MEDEF, fait unique même. Le MEDEF Mayotte est le partenaire de ce plan du ministère de l'Intérieur. Nous avons régulièrement des réunions avec la préfecture, les services de gendarmerie, de police pour améliorer la sécurité de nos entreprises, mais aussi de nos salariés. On en parlait justement. Ouais. Et ça, plus la défense de l'intérim, la défense de la zone franche, le fait que j'ai pu bâtir une liste de 14 membres du conseil d'administration pour cette élection, qui rassemblait un petit peu ce qui était épars, j'allais dire. On a pu rassembler toutes les forces vives de Mayotte sur une liste unique. D'accord. Et j'ai donc été élu à l'unanimité président du MEDEF. Alors vous savez, être élu à l'unanimité, c'est un score soviétique, on pourrait dire. Mais ça crée une responsabilité. C'est une grosse responsabilité. C'est de donner satisfaction aux gens qui vous ont élu, d'être intègre, d'aller jusqu'au bout de ces combats. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'avoir vu certains combats aboutir. D'autres sont toujours en cours et j'ai bon espoir qu'ils aboutissent. Et effectivement, le fait d'avoir été à l'unanimité me pousse et m'oblige à devoir de résultats. Bien sûr que. Et autrement, vous rencontrez quand même pas mal d'embûches. C'est un combat politique, finalement, presque. Oui, effectivement. Vous savez, à chaque fois qu'on dit blanc, il y a des gens qui pensent noir, il y a des gens qui pensent gris. C'est dur de se battre. Quand on secoue un cocotier dans les îles, il y a des noix de coco qui tombent. Alors si elles tombent à côté de vous, c'est bien. Si elles vous tombent sur la tête, elles peuvent vous faire mal. Il y a des coups de poignard dans le dos. Et finalement, les ennemis ne sont pas toujours là où on croit. Ils sont parfois dans vos propres rangs. Mais finalement, à force de travail, de dialogue, on finit toujours par se réconcilier avec son pire ennemi, je pense. C'est vrai. Alors, maintenant, quel est l'état de l'économie de Mayotte et son état sécuritaire actuellement ? Sur le plan de la sécurité, on a accompli des progrès depuis l'arrivée du nouveau préfet, mais ça reste superficiel et précaire. On n'a pas de garantie que ça dure. Sur le plan de l'économie, il y a une dégradation forte de la situation économique de Mayotte. Les plus grosses entreprises ont au mieux 3 mois de visibilité sur leur carnet de commandes dans le bâtiment et les travaux publics. Le secteur des services est sinistré. Et même la distribution alimentaire, ces 2 derniers mois, subit une baisse de 2% de son activité. Au-delà de ça, nous savons qu'en 2018, nous allons devoir appliquer le même code du travail qu'en métropole. Donc, le coût du travail va augmenter de 15 à 30% à Mayotte. D'accord. Donc, ça veut dire que les plus petits vont mourir, ceux qui ne sauront pas s'adapter. D'autres vont aller vers d'autres territoires, Nouvelle-Calédonie, Réunion, Madagascar, pour suivre leur métier. Et ça fera encore des chômeurs en plus pour les salariés qui ne conserveront pas. Et les plus grosses entreprises qui sauront s'adapter, eh bien, répercuteront ces nouveaux coûts sur leur prix de vente de leurs biens, de leurs services. Et on assistera à nouveau à un effet vie chère à Mayotte. Sauf si le gouvernement actuel ou le prochain retient notre idée de créer à Mayotte une zone franche. D'accord. Le principe d'une zone franche, c'est que pendant une période de 5 à 10 ans, les entreprises sont exonérées d'impôts et de charges patronales. Donc ça leur donne à la fois un souffle, une bulle d'oxygène pour respirer, pour maintenir leurs emplois, mais aussi d'après une étude que nous avons réalisée, plus de la moitié des entreprises s'engageaient à créer des emplois si on leur donnait cet outil de travail, qui est la zone franche. Alors, j'ai rencontré 2 ministres. La ministre Paul Langevin était très réticente. La ministre actuelle, Erika Bareitz, m'a dit « Pourquoi pas, mais démontrez-moi que ça crée de l'emploi ». Donc, je suis un petit peu fatigué parce que je lui ai déjà démontré. Donc, dans les candidats à la primaire des Républicains, il faut dire la vérité aux gens. Alain Juppé
a mis noir sur blanc dans son programme et dans une lettre qu'il a adressée aux Mahorais le fait qu'il va créer cette zone franche. Ouais. Donc moi, je vais à la rencontre de tous les candidats, du Parti socialiste, des Républicains, même d'Emmanuel Macron, si je peux le voir pendant mon séjour actuel à Paris, en leur demandant cette zone franche. Je publierai la liste des candidats qui nous la proposent. D'accord. Pour le moment, il y a seulement Alain Juppé. Alors les gens me disent « Ah, mais t'es pro-Juppé, puisque t'arrêtes pas de dire ça. » Nicolas Sarkozy, non? Nicolas Sarkozy a fait du Nicolas Sarkozy. Oui. Il nous a proposé, dans un discours que j'ai entendu, il a dit « Je vais faire de l'outre-mer un immense duty-free ». Ça a fait rire les présidents du MEDEF de toutes les Antilles, de Guyane, de Mayotte, parce qu'il n'a pas compris ce qu'on veut. Il veut même faire une zone franche douanière, ce qui techniquement n'est pas réalisable. C'est-à-dire que il fait de la surenchère et véritablement, pour un chef d'entreprise, ce que propose Nicolas Sarkozy n'est ni crédible ni audible. D'accord. Donc vous avez le MEDEF aujourd'hui, Mayotte a un vrai poids sur les élections présidentielles. Vous avez votre rôle à jouer. Le MEDEF il est déterminant. Ouais, le MEDEF au plan national, et Pierre Gattaz supervise cette mission, va publier un livre bleu qui regroupe toutes les propositions du MEDEF national de tous les départements de France, mais également de tous les départements d'outre-mer. Il y aura un chapitre sur La Réunion, un chapitre sur Mayotte, qui sera soumis à tous les candidats, et on fera savoir à tous nos adhérents quel est le candidat qui est le plus proche de nos positions. Ouais. Tous les candidats, bien sûr, à une exception près, le MEDEF ne dialogue pas avec le Front National, dont les positions sont... outre qu'elles sont extrémistes, il n'a pas de véritable programme économique. Alors je dis parce que la CGPME, par contre, n'hésite pas à dialoguer avec le Front National. D'accord. Alors, on parlait d'Alain Juppé, est-ce que vous n'avez pas peur que ça soit une promesse, finalement? Non? Est-ce qu'il va bien aller au bout? Alors, vous savez, Alain Juppé, je l'ai rencontré plusieurs fois. C'est un homme qui force à l'admiration. Il est l'inventeur des zones franches en métropole. Quand je lui ai parlé de ce sujet pour Mayotte, il ne s'est pas contenté de me dire oui, pour me faire plaisir. Il a fait chiffrer par son conseiller économiste que ça coûterait. Et il est tombé sur le même chiffre que nous, c'est-à-dire entre 50 et 60 millions. Et il m'a dit, Thierry, si avec 50 ou 60 millions, on peut sauver Mayotte, c'est une goutte d'eau dans le budget de la République. Donc je le ferai. Et il me l'a dit les yeux dans les yeux. Alors je sais que cette formule a un peu vécu en politique, mais je lui fais confiance. Et je ne manquerai pas, si, comme je l'espère, il est élu, de lui rappeler sa promesse. D'accord. Parce que les promesses n'obligent que ceux qui les entendent, mais à l'heure des réseaux sociaux, des médias comme les vôtres, je pense que des hommes politiques de la qualité d'Alain Juppé, je vous rappelle quand même qu'on parle d'un ancien Premier ministre qui a travaillé aux côtés de Jacques Chirac. Je pense que ce n'est pas quelqu'un qui fait des promesses en l'air. Et il a pour lui quand même un argument exceptionnel, c'est qu'il a créé les zones franches en métropole. Il y en a eu à peu près partout en métropole, il y en a eu à peu près partout dans les départements d'outre-mer. Le seul endroit où il n'y en a pas eu, c'est Mayotte. Donc vous savez, pour lui maintenant, c'est un détail d'en créer une à Mayotte. D'accord. Et il a encore écrit récemment dans une lettre qui est parvenue la semaine dernière à Mayotte. Et je l'ai eu au téléphone, il me l'a confirmé. Donc là, c'est plus que des promesses. Donc c'est lui finalement qui est le plus apte, on va dire, à vous aider sur ce plan-là. Je dirais que d'une manière générale, Alain Juppé est venu à Mayotte. François Mitterrand était connu pour faire l'ascension de la roche de Solutré. Oui. Alain Juppé a fait l'ascension du village de Kawini qui regroupe ces fameux bidonvilles. C'était vraiment un acte de courage, en pleine chaleur, d'aller au-devant de cette population dont on vous dit qu'ils vont vous égorger si vous allez les voir. Moi, pour côtoyer tous les jours les habitants de Kawini, je peux vous dire que ce sont des gens tout aussi sympathiques que vous et moi. Et au fond de mon cœur, moi aussi, je suis un Mahorais. D'accord. C'est bien noté. Alors, autre question, que faudrait-il, selon vous, pour améliorer les conditions économiques et sécuritaires de Mayotte?
pour les civils et les chefs d'entreprise? Alors, il faut répondre à un sujet global qui est celui de l'attractivité. Pour cela, effectivement, il faut améliorer la sécurité. Des moyens ont été mis en place, des moyens supplémentaires de gendarmerie. Nous avons désormais l'équivalent d'un GIGN, mais il faut également améliorer la situation médicale. Mayotte est un désert médical. Nous manquons cruellement de médecins. Il y a de tête 14 spécialistes et un seul spécialiste. Il n'y a pas de neurologue à Mayotte. D'accord. Il faut améliorer le niveau du système d'éducation. Je connais beaucoup de chefs d'entreprise, de cadres d'entreprise, de salariés, mais même de natifs de l'île qui quittent l'île quand leurs enfants atteignent l'âge du bac pour suivre un enseignement de qualité à La Réunion en métropole. Ça, c'est pas acceptable. Il faut que tout jeune Mahorais puisse avoir le même enseignement à Mayotte que dans la Creuse ou à Paris. J'ai rencontré récemment la vice-rectrice. Elle se lamentait du fait que beaucoup de jeunes Mahorais veulent passer des CAP ou s'orienter vers l'apprentissage. Oui. Parce qu'elle fait partie, vous savez, de cette école qui veut que tout le monde aille jusqu'au bac plus 5. Mais je me réjouis que les Mahorais, les jeunes, veuillent passer des CAP. Parce que c'est comme ça que l'Allemagne, aujourd'hui, n'est qu'à 4% de chômage, quand notre pays a une armée de chômeurs qui ont des diplômes bac plus 5 et qu'on ne trouve plus personne pour, avec un CAP de restaurant, un CAP de coiffeur, de boucher, de pâtissier. Voilà. Tous ces métiers dont on a besoin au quotidien. Il y a une espèce de doctrine de l'éducation nationale qui a voulu dire qu'il fallait absolument que tout le monde ait le bac, que tout le monde fasse des études supérieures. Vous savez, mon frère a un CAP de cuisine. Il a connu moins de journées de chômage que moi-même qui ai fait des études supérieures. La solution pour réduire le chômage en France, au-delà de Mayotte, c'est effectivement de développer, comme font nos voisins allemands, l'apprentissage et effectivement une réaffection pour les métiers manuels. Et c'est vrai ce que vous dites. Et vous croyez que c'est vraiment la clé? C'est une clé pour l'emploi là-bas à Mayotte? C'est vraiment la clé pour vous, ces métiers manuels? Parce que avant, on disait tout le temps, enfin nos parents disaient tout le temps, il faut que tu le bac, si t'as pas le bac, voilà, c'était péjoratif finalement d'avoir un CAP il y a encore une vingtaine d'années. Et aujourd'hui, finalement, ça devient presque du luxe d'avoir un CAP de boucher ou un CAP de pâtissier. Moi, je pense qu'il faut les deux. Ma mère voulait avoir un fils cuisinier et un fils curé. Bon, elle avait un fils cuisinier, c'est mon frère. Et j'ai pas fait le séminaire, j'ai donc pas été prêtre. J'ai poursuivi ma carrière dans le privé. Il nous faut les deux. Il nous faut des gens qui passent des CAP parce qu'ils ont envie de faire de la bonne cuisine. Et certains font fortune en créant des chaînes de restaurants jusque New York. Et il nous faut aussi des cadres supérieurs de qualité. C'est pour ça que je pousse à Mayotte le centre universitaire. Prochainement, je vais organiser une rencontre entre les jeunes qui sont au centre universitaire, qui va jusqu'à la licence. Entre ces jeunes et nos chefs d'entreprise pour qu'ils puissent trouver des stages et plus tard des jobs. Depuis mon arrivée à Mayotte, j'accompagne des jeunes. J'en connais un que j'ai rencontré, il a décroché son bac. Aujourd'hui, il est diplômé de l'école supérieure de publicité. J'en ai un autre en ce moment dans mon agence qui finit un diplôme bac plus 5 pour créer des sites internet. D'accord. Il faut de tout. Il nous faut... dans votre journée, à midi, vous allez peut-être au restaurant. Le soir, vous êtes peut-être sur Internet, sur Facebook. Vous écoutez les gens qui présentent le journal télévisé. Donc, il nous faut des cuisiniers, des webmasters, des journalistes. Et je souhaite que la jeunesse mahoraise puisse accéder à tous ces métiers. Ceux qui veulent passer des CAP, par pitié, qu'on ne les empêche pas de passer des CAP. Oui. Je m'adresse à Madame la vice-rectrice. Et ceux qui veulent faire des études supérieures, accompagnons-les grâce à cet outil formidable qu'est le centre universitaire de Mayotte, dont je souhaite qu'il devienne une université de plein exercice. Parce que le taux de réussite des jeunes qui suivent leurs études universitaires à Mayotte est 5 fois supérieur à celui qu'on envoie faire des études en métropole. Et c'est logique, parce que si en plus de la difficulté des études supérieures, vous êtes déraciné, loin de votre famille, à vous retrouver à du moins 10 degrés, alors que vous avez toujours vécu à plus 30 degrés,
effectivement, vous êtes déstabilisé d'un seul coup. Oui, Donc, l'avenir de Mayotte, pour le plein emploi, il passe à la fois par des CAP, mais par des gens qui, effectivement, pourront un jour passer des bacs plus 5 à Mayotte. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, on peut déjà passer des bacs plus 3, des licences classiques et des licences professionnelles. Allez, première pause musicale pour Conversation entre amis. Je vous rappelle que vous êtes avec Dimitri. Dimitri accompagné de monsieur Thierry Gallarme, numéro 1 du MEDEF. Eh bien, c'est cette musique qu'il a choisie pour cette première pause musicale. Hey folks, here's a story about Minnie the Moocher. She was a low-down hoochie-coocher. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale. Honey, 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 honey. Honey, 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 oh. Heedy, heedy, heedy. Honey, 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 oh. She messed around with a bloke named Smokey. She loved him though he was cokey. He took her down to Chinatown and he showed her how to kick the gong around. Honey, 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 honey. Whoop. Heedy, heedy, heedy. Honey, 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 ho. She had a dream about the King of Sweden. He gave her things that she was needing. He gave her a home built of gold and steel, a diamond car with the platinum wheels. Honey, 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 honey. Honey, 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 oh. Scoodly-boo, scoodly-boo, scoodly-boodly, boodly-boo. He gave her his townhouse and his racing horses. Each meal she ate was a dozen courses. Had $1 million worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all 1,000,000 times. Honey, 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 honey. Honey, 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 oh. Heedy, heedy, heedy. Heidi, 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 ho. Poor man, poor man, poor Conversation entre amis, ce n'est que des discussions entre amis. Vous allez devenir des amis, vous aussi. Est-ce que vous êtes entendu, vraiment entendu dans votre combat? Écoutez, parfois oui, parfois non. On dit souvent que Mayotte est la 5e roue du carrosse de la République, Voilà, oui. outre-mer. Est-ce que l'État prend ses responsabilités? Voilà, aussi. Votre question est délicate. Ouais. Si je voulais être politiquement correct, je dirais oui. Ouais. Mais la vérité, c'est que c'est non. En tout cas, il faut faire plus. Il y a des efforts qui ont été consentis, mais à chaque fois que l'État dépense 3 € pour un citoyen métropolitain, il dépense 2 € pour un citoyen mahorais. Alors que ça devrait être le contraire, puisque c'est nous qui accusons un retard dans tous les domaines. Oui, ok. Par contre, je vous le disais, sur certains sujets, nous avons été entendus, puisque nous avons obtenu la mise en place du travail intérimaire à partir du 1er janvier 2017.
Alors, c'est une mesure qui aura une portée limitée, mais en tout cas, elle va créer entre 300 et 500 emplois nouveaux. C'est un motif de satisfaction parce que c'était un combat de la première heure, et ça pousse à continuer sur tous les autres combats, et le plus grand d'entre eux étant celui de la zone franche. D'accord, c'est très important. Alors, que pourrait-on vous souhaiter et quelle serait l'évolution favorable pour vous et pour Mayotte, selon vous? Écoutez, on a un exemple qui est tout près de nous, hein. C'est celui des autres DOM, la Réunion, les Antilles. Premièrement, comment ils ont fait ces gens-là pour réussir? C'est que les gens de la Réunion, les gens des Antilles, ils ont des différends entre eux dans leurs îles. Mais quand ils sont à Paris en face d'un ministre ou qu'ils en accueillent un, ils parlent d'une seule voix. À Mayotte, on a toujours une petite tendance à être des sultans batailleurs, à toujours se chamailler et avoir même des positions différentes. Donc ça, c'est le premier axe. Deuxièmement, qu'on nous impose le droit commun à Mayotte sur les obligations, je veux bien, mais il faut aussi qu'on ait les mêmes droits. Or, nous sommes en retard en matière de droit. Nous sommes, par exemple, le seul département d'outre-mer à ne pas avoir un grand port maritime. C'est un sujet d'actualité, puisque mes adhérents n'arrêtent pas de m'alerter qu'ils ont des difficultés à récupérer leurs marchandises au port maritime de Longoni. Alors ça, c'est un travail sur lequel nous sommes mobilisés actuellement pour trouver une solution avec les services de l'État, du Conseil départemental et de l'Union maritime et tous les partenaires du port de Mayotte, parce qu'on ne peut pas accepter que demain notre île soit paralysée parce que le port serait paralysé. Tout à fait. Mais ça coûte de l'argent, ça aussi. Ça coûte beaucoup d'argent. Écoutez, cet argent... Vous n'avez pas cette barrière à chaque fois. Cet argent existe. J'ai sous les yeux le magazine Marqué, le magazine de l'économie de Mayotte, que j'ai contribué à créer. Il y a 290 millions d'euros de fonds européens destinés à Mayotte. Et actuellement, on ne dépose pas de projet ou les projets sont retoqués. Une fois de plus, je crois que la solution viendra des entreprises. Parce que les entreprises sont capables de créer de l'activité, de créer des emplois. Il faut un petit peu libérer les entreprises, arrêter de nous donner des contraintes. À chaque fois qu'on veut construire quelque chose quelque part, le président Gattaz le disait ce matin, si on veut construire une usine quelque part, on va nous trouver un gastéropode rarissime qui bloque le chantier pendant des années. Ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est valable en métropole et même à Mayotte. Je connais des gens de Mayotte qui sont partis s'installer au Canada. J'en connais d'autres qui sont en Australie. Il faut libérer l'initiative des chefs d'entreprise en métropole comme à Mayotte pour qu'on puisse créer plus d'entreprises, plus d'emplois. Et vous avez en face de vous quelqu'un qui désespère pas, puisque après avoir créé mon agence de publicité, l'avoir développée dans le web, avoir créé deux magazines qui sont marqués, le magazine de l'économie et SUIA, le magazine de la santé, je m'apprête à créer une société qui s'appelle Formaore, qui va œuvrer dans la formation professionnelle, le recrutement de personnel et le coaching de chefs d'entreprise, parce qu'effectivement, il faut qu'on monte en compétences. Et si des gens n'ont pas pu avoir tous les savoirs essentiels dans le cadre de leur cursus scolaire, les accompagner par une formation professionnelle. Là aussi, il existe des fonds européens importants et des cotisations des entreprises qui sont versées pour la formation professionnelle. Et j'ai été alerté sur ce sujet-là un petit peu par hasard, parce que mon agence de publicité livre entre 3 et 5 sites internet par semaine à des entreprises. Et nous formons les entreprises à les mettre à jour jusqu'au jour où un chef d'entreprise m'a dit « Mais si tu étais agréé organisme de formation, je pourrais me faire rembourser la formation. » Donc je l'ai fait. Et puis après, les organismes... Opcalia m'a dit, qui est l'organisme collecteur des cotisations de formation, m'a dit « Vous faites de plus en plus de formations, il faudrait peut-être vous spécialiser. » Mes clients entreprises m'ont dit « Vos formations au web marketing, à la mise à jour de sites internet sont vraiment pertinentes. Est-ce que vous ne pourriez pas intervenir dans d'autres domaines ?» Et puis j'ai rencontré des gens. La vie est faite de rencontres. J'ai rencontré 3 personnes
que je suis en train de fédérer autour de ce projet de création d'un institut de formation qui s'appellera Fort Mahorais, qui n'a pas de catalogue parce qu'il invente à Mayotte la formation sur mesure. On part du besoin du client, l'entreprise, qui a X salariés à former à tel sujet, et on trouve le formateur idoine pour le former, de façon à, au-delà des études qui ont pu être accomplies, qu'on continue à accompagner les Mahorais vers plus de compétences et plus de postes valorisants. Alors maintenant, on va revenir sur les PME, PMI. Alors, imaginons qu'il y ait des artisans, des gens qui ont envie de s'installer à Mayotte et tout le tout-team. Est-ce que les charges sociales aujourd'hui, est-ce que c'est pas un frein aujourd'hui pour beaucoup de personnes, les charges sociales, le RSI, parce que bon, ça peut être un frein. Là, j'ai une bonne nouvelle, c'est que pour le moment, ça n'existe pas encore à Mayotte. D'accord. Le RSI. Et les charges sont plus faibles. C'est important de le savoir, ça. À Mayotte comme métropole. Important. Mais il y aura un rattrapage qui se fera. Et pour que les entreprises puissent absorber ce rattrapage, encore une fois, nous aurons besoin de cette zone franche. Effectivement, c'est une belle terre où aller créer une entreprise, Mayotte. Il y a beaucoup de secteurs qui ne sont pas couverts. Il va y avoir en avril 2017 l'ouverture d'un Tati à Mayotte. Oui, le premier peut-être. Le premier Tati de Mayotte. C'est quand même incroyable. On croirait qu'on a finalement 25-30 ans de retard. Je pense qu'on peut... Il y a beaucoup d'endroits dans le monde où il n'y a pas de Tati. Mais tout à fait. Rassurez-vous. Non, je dis par rapport à Paris, quoi, par rapport à des villes comme Paris, Lyon, Nancy ou Metz. Bon, un Tati, c'était il y a 30 ans. Et aujourd'hui, vous nous dites que c'est le premier qui va s'installer. C'est incroyable. Oui. C'est un retour, on va dire, un retour vers le futur. Enfin, je sais. Eh bien, effectivement, j'espère que Mayotte vit un retour vers le futur, un futur radieux. Oui. Avec l'installation de l'intérim, j'ai trois entreprises d'intérim qui m'ont contacté pour s'installer à Mayotte. Il y a des noms que je ne peux pas citer, mais des grandes entreprises de métropole veulent s'installer à Mayotte, parce qu'effectivement, les affaires sont de plus en plus dures en France métropolitaine. Les marchés sont réduits. Et effectivement, Mayotte attire des investisseurs. C'est pas un Eldorado, mais c'est pas non plus catastrophique. On peut bien vivre et bien travailler à Mayotte. Oui, c'est important de le dire. Et plus on aura d'investisseurs qui viendront s'installer à Mayotte, plus ça donnera du travail aux Mahorais. Parce que vous savez, dans un débat télévisé récemment, un ancien conseiller général qui était déclaré inéligible d'ailleurs, je ne citerai pas son nom par charité, a tenté de lancer le débat sur la préférence locale à l'embauche. Un chef d'entreprise métropolitain à Mayotte, ou Mahorais, il préférera toujours embaucher quelqu'un qui habite sur l'île, parce que ça lui évite de payer un billet d'avion pour faire venir le salarié. Ça lui évite de voir le gaz barré au bout de 3 ou 6 mois parce qu'il ne se plaît pas à Mayotte. Alors qu'on arrête de me parler de cette préférence locale, et surtout pas à moi, qui est toujours tout fait pour aider les Mahorais à monter en compétences et à trouver du travail. Je trouve que c'est un débat de politiciens qui, effectivement, ont connu des échecs politiques, vivent des secondes vies professionnelles aléatoires, qui se permettent de dire dans des débats télévisés « nous ne sommes pas des macaques », comme il l'a dit 2 fois dans un célèbre débat qui nous opposait. Moi, je n'ai pas besoin, pour me justifier, de dire que je ne suis pas un macaque. Pour moi, tous les hommes naissent libres et égaux. Quand j'avais 20 ans, je posais des affiches contre l'apartheid en Afrique du Sud. Donc c'est pas 30 ans après qu'on va venir m'accuser de je ne sais quelle préférence métropolitaine à l'embauche. J'ai été vraiment scandalisé par les propos de cet homme politique à mon égard. Ça fait 14 ans que je fais tout pour les Mahorais. J'accepterai pas qu'un homme qui a été blackboulé, puisqu'il est inéligible à Mayotte, enfin il va pouvoir être éligible bientôt, puisqu'il est candidat à la députation. Mais je pense qu'il a tellement trahi les Mahorais qu'il va perdre... Est-ce qu'ils s'en souviendront aussi, les Mahorais? Parce que des fois, on oublie vite. Enfin, en métropole, c'est beaucoup ça, on oublie vite. Eh bien, écoutez, on oublie vite,
dans mes prises de parole, j'ai un principe, c'est de toujours dire la vérité aux Mahorais. Il faut dire la vérité aux Mahorais, qu'elle soit agréable ou pas à entendre. Et sur ce sujet-là et d'autres, je ne manquerai pas de rappeler les actes qui ont été ceux des uns et des autres. D'accord. Et ils vous le rendent comment, les Mahorais? Vous êtes un peu, on va dire, le sauveur quand même, aujourd'hui. Bon, ça m'ennuie un peu de vous dire ça, parce que je ne veux pas faire preuve de fausse humilité. Non, mais je pense que... Mais un sondage a été réalisé à Mayotte et paru au mois de juillet dernier pour savoir qui étaient les personnalités préférées des Mahorais. Oui. Vous savez, comme en France, on le fait avec Yannick Noah, l'abbé Pierre, etc. Tout à fait. Donc ça ne veut pas dire que c'est les hommes les plus utiles, qui sont les plus populaires. Et il se trouve que les deux premiers étaient d'une part le sénateur Tani, pour qui j'ai un profond respect, qui se bat pour Mayotte, et le deuxième n'était que moi-même. Oui. Donc j'ai tendance à croire que j'ai la confiance de la population mahoraise. Vous voyez, comme quoi, si vous vouliez devenir curé, prêtre, finalement, vous êtes quand même un homme qui fait des belles choses quand même. Qui fait vraiment des super choses. Il ne m'appartient pas d'en juger. Ouais. Enfin, moi, je vous le dis du fond du cœur. Et ça me fait vraiment plaisir de vous interviewer. Alors, maintenant, on va parler de l'état sécuritaire de l'île. Alors, l'état sécuritaire de l'île donne-t-elle le là sur l'état sécuritaire de la France à venir? Alors ça, c'est votre vision aussi sur l'état d'urgence. L'état sécuritaire, il est lié à beaucoup de facteurs. Quand vous avez des gens qui sont pauvres, qui n'ont pas les moyens soit de s'acheter à manger, soit de se payer un smartphone alors que tout le monde en a un, ils ont tendance à vouloir cambrioler les maisons et voler les smartphones. Mayotte subit également une immigration clandestine. 30 à 40% des habitants de Mayotte sont des clandestins. Oui. Moi, je crois beaucoup dans la coopération régionale. Et là aussi, je crois que la clé ne vient pas des hommes politiques de Paris ou de Moroni. Il vient des chefs d'entreprise. Au mois de décembre prochain, je vais conduire une délégation du MEDEF, d'entreprises adhérentes au MEDEF, qui vont rencontrer des entreprises comoriennes pour voir un petit peu les projets qu'on pourrait mener ensemble de collaboration, de création d'entreprises. Et tout ça va déboucher sur deux choses. Des créations d'emplois à Mayotte. Oui. Et à chaque fois qu'on créera 2 emplois à Mayotte, on en créera 8 aux Comores, parce que le SMIC est ridiculement bas aux Comores. Mais il permet aux gens, malgré tout, de vivre. Et si on crée des milliers d'emplois à Mayotte, ce sera bien pour la population de Mayotte. Tout à fait. Si en parallèle, on crée des dizaines de milliers d'emplois aux Comores, ça stabilisera les populations qui ne seront plus tentées par une immigration économique. Mais pour ça, il faudra aussi que les gens dont c'est le rôle facilitent la création aux Comores d'hôpitaux et d'écoles, parce que ce sont les deux autres motivations d'immigration. L'immigration à Mayotte, c'est une immigration de nécessité. Si vous aviez un enfant malade et qu'il n'y ait pas de solution pour le soigner à Mayotte, aux Comores, vous prendriez vous aussi un Kwassa pour l'amener se faire soigner à Mayotte. Donc voilà. Il faut que vraiment une coopération régionale se mette en place. Sur le plan économique, soyez assurés que le MEDEF sera en première ligne, mais il faut aussi que l'État fasse le nécessaire pour qu'effectivement, même si Mayotte est un désert médical, on a un beau centre hospitalier, il faut que de l'autre côté, il y ait aussi un centre hospitalier digne de ce nom, des écoles dignes de ce nom. Parce que dans beaucoup de cas, en plus, ça coûte de l'argent à l'État, puisque les cas les plus désespérés sont évassanés vers les hôpitaux de La Réunion, qu'il s'agisse de gens de Mayotte ou des Comores. Donc il faut pouvoir soigner les gens là où ils habitent, il faut pouvoir mettre à l'école les gens là où ils habitent, il faut pouvoir donner du travail aux gens là où ils habitent. Et si on réunit tous ces paramètres, on n'aura pas besoin de navires de guerre, comme on nous l'annonce, pour protéger les côtes de Mayotte. Ouais. C'est l'activité, la renaissance des Comores et de Mayotte
qui évitera cette immigration clandestine. D'accord. Alors effectivement, j'ai l'air d'un utopiste quand je dis ça, mais autant je ne peux pas juger moi-même de mon action. Je crois que voir se réaliser une utopie est un bel objectif dans la vie. Tout à fait, tout à fait. Et vous êtes sûr de vos convictions? Vous êtes sûr que ça peut marcher? Toutes ces réalisations peuvent marcher? Écoutez, si on n'essaye pas, on ne saura pas. D'accord, ok. Donc dire que je suis sûr que ça peut marcher, c'est très compliqué parce que il faut qu'il y ait une stabilité politique de l'autre côté, du côté des Comores. Mais vous connaissez cette parabole du colibri? Allez-y. Ça se passe dans une forêt qui est en feu. Hein, les flammes dévastent la forêt. Et un petit colibri n'arrête pas de faire des allers-retours. Il va chercher de l'eau dans la rivière pour tenter d'éteindre l'incendie. Et il fait comme ça des dizaines d'allers-retours sous le regard d'un pélican qui est complètement étonné, qui dit « Mais toi, petit pélican, toi, petit colibri, c'est pas avec ton petit bec que tu vas éteindre l'incendie. » Et le colibri regarde le pélican et lui dit « Oui, mais moi, contrairement à toi, j'aurais fait ma part. Ce que je souhaite, c'est, à mon modeste niveau, faire ma part. » Deuxième pause musicale pour Conversation entre amis. Je vous rappelle que vous êtes avec monsieur Thierry Gallarme, numéro 1 du MEDEF. Je vous rappelle également, amis auditeurs, amis internautes, que bientôt vous pourrez jouer avec votre émission Conversation entre amis et gagner énormément de cadeaux avec France Marquage et bien d'autres partenaires. Allez, la deuxième pause musicale, c'est maintenant. C'est une musique encore choisie par monsieur Gallarme. Pourra-t-on un jour vivre sur la terre sans colère, sans mépris, sans chercher ailleurs qu'au fond de son cœur la réponse au mystère de la vie dans le ventre de l'univers, des milliards d'étoiles naissent et meurent à chaque instant, où l'homme apprend la guerre à ses enfants. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Verra-t-on enfin les êtres humains rire aux larmes de leur peur, enterrer les armes, écouter leur cœur qui se bat pour la vie. Je suis trop petit pour me prendre au sérieux, trop sérieux pour faire le jeu des grands, assez grand pour affronter la vie, trop petit pour être malheureux. Trop petit pour les grands, assez grand pour la vie,
Conversation entre amis, ce n'est que des discussions entre amis. Vous allez devenir des amis, vous aussi. Maintenant, vous feriez quoi pour que l'économie reparte ? Premièrement, établissement de la zone franche. Deuxièmement, consommation des 290 millions de fonds européens qui sont disponibles pour Mayotte, ce qui permettra une relance de la commande publique. Une vraie politique de grands travaux. Mayotte est étouffée par les encombrements. Il faut lancer le contournement routier de la capitale. Nos voisins de La Réunion ont fait la route des Tamarins. Ils sont même en train de construire une route sur la mer. Oui. Et nous, on n'est pas capable de faire une route pour contourner notre capitale. Il nous faut des routes, construire des écoles, construire des hôpitaux, construire les 80 000 logements sociaux qui nous manquent. Et là, je peux vous dire que si on fait tout ça, notre économie ira bien. Oui, d'accord. Alors, finalement, si je comprends bien, en métropole, à Paris, des gens qui habitent Paris, Lyon, Nancy, peuvent espérer un jour travailler à Mayotte, se délocaliser et pourquoi pas aller travailler là-bas et apporter leur main-d'œuvre. Oui, réciproquement, des Mahorais peuvent... Oui. Moi, je rencontre beaucoup de Mahorais formidables à chaque fois que je suis à Paris. Oui. J'ai rencontré un Mahorais qui est DAF d'un hôpital. J'en ai rencontré un autre qui travaille dans l'équivalent de la direction de l'équipement à Paris. Il y a beaucoup de Mahorais qui occupent des postes de cadre supérieur à Mayotte. Il y en a un qui vient d'intégrer la préfectorale. Donc, effectivement, tout Mahorais peut aspirer à travailler dans tout département de France. Et tout métropolitain de tout département de France peut aspirer à travailler à Mayotte. C'est pour ça que je ne veux pas entendre parler de ces histoires de préférence locale à l'embauche, D'accord. qui sont en plus portées par quelquefois des gens comme Patrick Caram, citons son nom, le président du CREFOM, qui a quitté la présidence du CREFOM pour être l'orateur de Nicolas Sarkozy. Ça fait sourire, orateur de Nicolas Sarkozy. J'avais dénoncé la sarkozisation du CREFOM en son temps, et les faits m'ont donné raison, puisqu'aujourd'hui... Le CREFOM, pour nos amis auditeurs, c'est... C'est, paraît-il, le Conseil représentatif des Français d'outre-mer. D'accord. Alors, on a vu à quel point il était représentatif. J'ai eu, vous pouvez trouver ça en 2 clics, des échanges verbaux assez houleux avec Patrick Caram, qui pour un oui, pour un non, arrive tel Superman pour défendre la préférence locale à l'embauche à l'Université de La Réunion, ou au rectorat de La Réunion, ou que sais-je, aux Antilles. Mais c'est un combat d'arrière-garde. Il faut que ce monsieur, surtout s'il veut être orateur de Nicolas Sarkozy pour l'outre-mer, comprenne que les ultramarins sont des Français à part entière. Ouais. Il y a une époque où les Réunionnais disaient « nous les pas plus, nous les pas moins ». Nous ne sommes pas plus, nous ne sommes pas moins. Ben oui, c'est ça. Il faut qu'on ait les mêmes droits, les mêmes obligations que nos compatriotes qui vivent en métropole. Tout à fait. Et je m'inclus, puisque je suis à Mayotte depuis 14 ans et je compte y passer le restant de ma vie. Alors maintenant, on va revenir sur votre magazine et vos projets. Alors, le magazine, est-ce que vous pouvez nous en parler ? Alors, Marqué, en fait, c'est né d'une rencontre entre moi-même et puis un journaliste que j'ai embauché qui s'appelle François Buzon. Et on a eu l'idée de créer ce magazine qui s'appelle Marqué, magazine économique de Mayotte, qui se veut le magazine de l'économie positive, qui répond un peu le credo du MEDEF, qui est y croire. J'ai entre les mains le numéro 2, je sais que le numéro 3 est à l'imprimerie, et il fonctionne très bien. Et on parle des gens qui arrivent, des gens qui entreprennent. On a dans ce numéro-là, il y a un dossier de fonds sur les fonds européens. On parle des choses intéressantes dans le tourisme. On a porté un regard sur la loi sur l'égalité réelle portée par Éric Cabaretz, qui forcément ne pouvait que attirer mon agrément, ma sensibilité positive. Vous voyez, Éric Cabaretz est une ministre du gouvernement socialiste, mais je salue cette loi pour l'égalité réelle qu'elle a portée.
donc qu'on ne me taxe pas d'être uniquement jupéiste. Oui. Quand des socialistes font du bon travail, c'est le cas d'Erika Barreit avec cette loi égalité réelle. Je le dis dans les micros. Et j'ai encore espoir que la zone franche, dans les quelques mois qui restent à ce gouvernement actuel, Erika Barreit, si vous nous écoutez, il vous suffit d'ajouter un article à la loi de finances 2017 et d'ajouter la zone franche Mayotte. Comme ça, vous l'aurez fait avant les autres. Ça va se faire. Alors maintenant, donc le magazine s'appelle Marqué. Hein. Marqué. Marqué en chimoré, la langue locale, ça signifie argent. Donc vous voyez, on annonce la couleur. C'est une façon de dire un petit peu tout ce qui se passe dans l'économie mahoraise. Vous voyez cet article, Fonds européen, 290 millions d'euros pour Mayotte. Oui. Comment ça marche? Pourquoi ils ne sont pas dépensés? Qu'est-ce qu'il faut pour faire pour les dépenser? C'est le magazine indispensable pour écoutez, le Mahorais, le chef d'entreprise et le... Oui, effectivement, le lectorat, c'est un peu le même que la presse économique en métropole. Hein. C'est des chefs d'entreprise, des cadres, des fonctionnaires, enfin tous les gens qui s'intéressent à l'économie. Le numéro 3 est sous presse. Et déjà, on sait qu'il sera en couverture du numéro 4, quels seront les sujets abordés. On est sur le numéro 5. On a créé parallèlement un magazine sur la santé pour... à défaut d'avoir le nombre suffisant de médecins, au moins donner des conseils sanitaires à la population. Celui-ci, le magazine économique, est dans tous les lieux fréquentés par des chefs d'entreprise. Et le magazine santé, par exemple, dans toutes les pharmacies. L'idée est de développer du contenu et de proximité et en ce qui concerne Marqué, d'être un petit peu l'incarnation de l'économie, ce que j'appelle l'économie positive. D'accord. C'est-à-dire parler aussi de ce qui marche et comment faire pour que ça marche. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette interview que vous aimeriez bien dire, rajouter? Une question que je ne vous ai pas posée? Écoutez, tout d'abord, vous remercier. Je crois qu'on a balayé tous les sujets. Je pense que pour que Mayotte aille mieux dans les années à venir, il faut d'abord que tous les élus mahorais se rassemblent, qu'ils soient de droite, de gauche, qui parlent d'une seule voix quand ils sont à Paris. Et puis, il faut que les gens qui sont au pouvoir, qu'ils soient de droite ou de gauche, écoutent cette voix unique de Mayotte pour réaliser tous les projets dont je vous ai parlé tout au long de cette interview. Est-ce que vous êtes sûr que vous allez être entendu? En tout cas, je vais être entendu par vos auditeurs. Oui. Non, mais par ce gouvernement, par ce nouveau gouvernement, parce que... On ne peut jamais être sûr de rien en matière politique. Mais si c'est la personne dont je vous ai parlé, j'ai bon espoir d'être entendu. Oui. Il y a de fortes chances. Écoutez, d'après les sondages, il serait en tête. Donc effectivement, si comme je le souhaite, Alain Juppé est élu, pour ces raisons, c'est avant tout pour le bien de Mayotte, je ne manquerai pas de lui rappeler ses promesses. D'accord. Et en tout cas, il y a des traces écrites, des traces radiophoniques. Les réseaux sociaux sont puissants à notre époque. Donc oui, je veux y croire. Ok. Alors maintenant, je vais le faire. Alors je vais vous demander d'enlever votre costume d'homme d'affaires. Et vous êtes un artiste sur le fond également. Alors je vais vous demander de fermer les yeux, c'est la petite dernière question. Et votre vie va défiler dans votre tête et vous allez me dire l'image symbolique. Quand je vous dirai stop, vous me direz quelle image symbolique vous vient dans la tête. C'est l'instant silence de l'émission. Quelle image symbolique vous vient dans la tête? L'image de votre vie. Stop. J'ai pas tellement besoin de réfléchir. Quand je suis arrivé à Mayotte, il m'est arrivé une mésaventure, c'est que pour un tournage publicitaire, j'ai fait naufrage sur un endroit qui s'appelle l'îlot de Sable Blanc. Oui. J'y suis resté... Ça fait rêver, ça. Comment? Ça fait rêver, sauf Sable que Blanc. Oui. Moi j'y suis resté de 13h à 9h le matin, et à l'époque des marées hautes, ça peut être submergé de 2 heures d'eau. Donc ce jour-là,
j'aurais très bien pu mourir noyé. Et finalement, ça s'est bien terminé. Des pêcheurs qui d'ailleurs étaient des clandestins, des sans-papiers, m'ont aidé à regagner le rivage. Donc je suis un petit peu redevable aussi à cette population. Et m'ont donné jusqu'à aujourd'hui 14 années de vie supplémentaires que je me suis employé pour rendre le plus possible à cette population qui m'a accueilli. Dans un premier temps, je l'ai fait en participant activement à la création de la société de secours en mer qui n'existait pas à Mayotte. Et depuis, écoutez, depuis ce jour-là, chaque année que je vis chaque jour que je vis est un jour de plus. Et je veux l'employer pour la défense de mon île. Ouais. Si vous vous définissez comment? Un homme qui veut apporter sa pierre à l'édifice, qui veut, aussi modeste soit ma contribution à l'amélioration de Mayotte et du monde en général, je veux l'apporter. Donc quelqu'un qui veut modestement participer au progrès de Mayotte et de l'humanité en général. En tout cas, merci énormément pour cette interview exceptionnelle. J'étais fier de vous interviewer, j'ai appris beaucoup de choses. Et vraiment, je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous le dis, Monsieur Thierry Yalarme, oui, vous êtes quelqu'un vraiment de généreux et franchement très gentil. Ouais. Merci beaucoup pour ce temps. Je pense vraiment. Merci beaucoup pour ce temps passé ensemble. Et effectivement, on ne va pas sombrer dans la flatterie mutuelle, mais effectivement, c'était un plaisir de répondre à des questions de qualité qui sont vraiment sur des vrais sujets. Et on est toujours heureux quand des journalistes métropolitains comme vous s'intéressent à notre petit bout de caillou qui est à 8000 km de Paris. Mais vous n'êtes pas le seul. Hein. Il y a un engouement. Une journaliste du Monde m'avait contacté il n'y a pas longtemps, un journaliste de La Croix. Et alors parfois c'est pour des mauvaises raisons, c'est pour essayer de... J'ai en tête ce reportage Mayotte, un paradis en enfer, ou l'enfer au paradis, c'était le contraire. Tout dépend comment on regarde les choses. Mais il faut aussi dire que Mayotte c'est une belle destination touristique pour aller passer des vacances avec les tortues, les dauphins, les baleines, les lémuriens. Et c'est un endroit où effectivement, comme je l'ai fait il y a 14 ans, on peut faire le choix d'aller poursuivre sa carrière professionnelle. Vous trouvez du temps pour vous détendre quand même? Vous parlez de dauphins, c'est du rêve. Vous arrivez à trouver le temps quand même un petit peu? Oui, j'arrive à trouver du temps pour me détendre. Il le faut parce que sinon on devient moins performant dans ces combats. On bégaye à la télévision, comme ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps. À force de surmenage. Et une des façons que j'ai, c'est aussi de me ressourcer de mes racines culturelles. Effectivement, quand je suis à Paris, d'une part, je viens de défendre les dossiers mahorais, mais je me ressource en allant dans les musées, à l'opéra, dans les théâtres, même voir des petits spectacles de stand-up à 12 € la place. Et respirer l'air de Montmartre, un quartier que j'aime particulièrement. Michou, Montmartre. Michou, que j'ai eu l'honneur de rencontrer. Mais vraiment, ce quartier de Montmartre, avec son petit vignoble, qui est plus folklorique qu'autre chose. Mais vraiment, Montmartre, c'est un peu une île au milieu de Paris, même si elle n'est pas entourée d'eau. C'est un quartier où il fait bon vivre. Et je souhaite que Mayotte aussi redevienne une île où il fait bon vivre. Ce sera le mot de la fin. Merci énormément. Merci de votre gentillesse et à très bientôt. Cette fois-ci pour la télévision. Merci, Monsieur Thierry Yalarme. À bientôt.